Bonjour, nous sommes en direct du forum Entreprendre dans la culture Grand Est et je suis aujourd'hui avec Rémi Perlat. Rémi, vous êtes le fondateur de Epopia, qui est une start-up culturelle assez intrigante. Est-ce que vous voudriez déjà nous raconter un petit peu, Rémi, ce que c'est qu'Epopia ? Je dirais même atypique. Alors, Epopia, ce sont des aventures par courrier dont les enfants sont les héros. En fait, il faut imaginer, vous avez 8 ans et un matin, vous trouvez dans votre boîte aux lettres une grosse enveloppe avec votre nom dessus. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, il y a une couronne, la carte d'un royaume lointain. Et il y a des personnes qui habitent dans ce royaume, qui vous écrivent à vous, il y a votre nom dedans, et qui vous connaissent et qui vous expliquent que vous avez été élue reine du royaume. Et maintenant, c'est vous qui commandez et vous devez prendre votre stylo, leur répondre par écrit, envoyer ça par la boîte aux lettres. Et quelques jours plus tard, de nouvelles lettres arrivent et l'histoire va évoluer selon ce que vous avez décidé. Et comme ça, lire, écrire, rêver, tout ça à travers le jeu. C'est un peu le jeu de rôle dont les enfants sont les héros. D'où elle vient cette idée ? Alors cette idée, elle vient d'un souvenir d'enfance en fait. J'avais 8 ans, hein, j'y reviens. Et un jour, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé de voiture et il y avait écrit « Voici la clé, vous avez peut-être gagné la voiture, venez la chercher ». Je dis « Ok, bon, ça ressemble à une publicité, mais quand même, il y a une clé, donc quelque part… » Il y a une serrure, il y a une portière, il y a une voiture. Donc j'ai eu envie d'y croire et j'ai relu cette publicité et j'y ai répondu en dessinant une belle voiture sur l'enveloppe et je l'ai envoyé par la poste et j'ai jamais eu de réponse. Peut-être que j'aurais pas dû. Mais en tout cas, voilà, ce courrier, cette accroche, le fait d'avoir un objet qui donnait vie à l'histoire, bah, ça m'a complètement fait lire et écrire et c'est ça que je reproduis à travers Epopia. Et comment vous avez eu l'idée, à partir de ce souvenir d'enfance qui est mignon, mais que vous auriez pu peut-être laisser de côté, comment vous avez eu l'idée d'en faire une entreprise ? Alors l'idée est née ensuite un peu plus tard quand j'ai une collègue de travail à la machine à café qui nous racontait des difficultés avec ses enfants. Et j'étais dyslexique, dysorthographique, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'école dans ma jeunesse et c'est vrai que du coup ça m'a travaillé. Et c'est là qu'est ressurgit l'idée, le fait que je faisais du jeu de rôle, plein de choses tripantes du genre les livres dont vous êtes le héros, l'histoire sans fin, ce genre de choses. Et tout ça, de là est venue l'idée de mais si on envoyait des lettres aux enfants et qu'ils pouvaient nous répondre, et ce serait génial, et ce serait un jeu, et ils s'éclateraient. Et ouais, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée vraiment d'utiliser ce médium-là et créer de nouveaux supports pour faire lire et écrire et rêver. Et vous êtes lancé tout seul ? Alors non, en fait, après j'ai pitché cette idée lors d'un Startup Weekend à Strasbourg en 2013 et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré mon premier associé. Et ensuite, on a commencé à chercher des talents autour de nous, écrivains, illustrateurs, graphistes, et on a monté une équipe, on a bossé pendant 1 an et demi dessus, en amont, jusqu'à réussir à vraiment créer le truc de nos rêves. D'accord. Et alors, le truc de vos rêves, c'était le produit un petit peu parfait qui a rencontré immédiatement son public ? Ah ben non. Alors derrière toute belle histoire, il y a toujours les coulisses qui sont jamais aussi belles que ça. Donc on a effectivement d'abord travaillé pendant 1 an et demi, puis on s'est rendu compte qu'en fait on faisait pas forcément les bonnes choses, donc on a commencé à le faire avec des enfants pour essayer d'améliorer un peu et de se laisser guider un peu par les envies des enfants et les envies des parents. Et puis ensuite on l'a lancé sur le marché en 2014 et puis on a passé 1 an et demi à chercher pouvait bien vouloir acheter ce qu'on faisait et voilà, et le fait de se faire connaître sachant qu'on est tout petit, inconnu, ça a l'air même bizarre, ça a l'air trop beau pour être vrai, donc les gens se disent non mais ça doit être sûrement une arnaque, on sait pas trop. Et ben on a mis 1 an et demi avant d'avoir enfin vraiment beaucoup de gens qui commencent à rentrer dedans et aujourd'hui on a une équipe de 20 personnes et avec plus de 25 000 enfants qui sont rentrés dans nos aventures. C'est vrai que quand on entend les histoires qui commencent par « Il était une fois une start-up », on n'imagine pas forcément toutes les coulisses, les hauts et les bas qu'il y a eu. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées du coup ? Alors les difficultés, en fait, on en rencontre encore tout le temps, partout, inexorablement. Les plus grosses, alors, trouver son marché, ça a été vraiment se faire connaître, percer un peu ce plafond de verre-là, convaincre aussi les gens autour de nous, parce que ça a l'air très beau, mais tout le monde se dit, mais tout ça c'est fait à la main, c'est pas possible, jamais ils pourront avoir… ils pourront aller à grande échelle. Or derrière, on a une technologie qu'on a nous-mêmes développée qui s'appelle l'IREC, un logiciel d'intelligence rédactionnelle qui permet vraiment de rendre le projet scalable et d'aller demain à l'international. Le financement est naturellement un problème assez majeur. Les fonds d'investissement disent tous non, mais ça a l'air beau, mais bon quand même, c'est bizarre. Voilà, donc il y a on a beaucoup d'écueils. Et puis après, il y a la croissance aussi. Quand on a d'un coup, on passe de 100 à 400, 4000 personnes qui l'utilisent, les ruptures de stock, la chaîne logistique qui doit suivre, il faut croître en même temps. Et puis croître, ça veut dire aussi recruter. Et le recrutement dans les entreprises, en général, c'est là qu'on fait les premières erreurs qui tuent des boîtes, ou c'est là qu'on arrive peut-être finalement à trouver l'équilibre. Et c'est vrai que nous, on est assez contents de notre méthodologie maintenant, et on a une super équipe vraiment qui est géniale. Alors je pense que la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de 100 à 4000 ? Est-ce que ça s'est fait d'un jour sur l'autre ? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps ? Est-ce qu'il y a une méthode géniale ? Est-ce qu'il y a un truc pour faire ça ? Alors…
Non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été principalement, il y a une méthodologie, c'est du lean, il faut tester. Il faut tester plein de choses. Tout ce qu'on se dit, ça marchera jamais. En fait, le succès est toujours contre-intuitif. C'est toujours là où on ne pensait pas qu'il va apparaître. Donc il faut tout tester systématiquement, essayer de récolter de la donnée pour essayer de jauger si c'est bon ou pas. Et effectivement, on a fait beaucoup de choses, du street marketing, on a fait des salons, on a couru après la presse, les blogueurs, on a fait beaucoup de choses. Et puis c'est à travers Facebook qu'on a eu notre première vraiment point d'inflexion de croissance, en trouvant, parce que là aussi on peut cibler beaucoup de cibles différentes et donc beaucoup d'audiences différentes et beaucoup de messages différents, et qu'on a fini par enfin trouver une audience qui répondait positivement. Et là d'un coup on est passé effectivement à 4000 abonnés en 2 semaines, et c'est à partir de là vraiment qu'on a commencé à grandir. C'est une belle aventure. On se rend bien compte qu'elle ne s'est pas faite en un jour. Donc, ça a commencé en 2013. Le produit est arrivé sur le marché en 2014. Vos 4000 abonnés, ils sont arrivés 2015, fin 2015. Décembre 2015. Toute fin 2015. Et là, vous êtes en train de gérer la croissance, donc 2016-2017. Vous avez fait ça tout seul? Vous avez eu de l'aide? Alors on a été accompagné depuis la création. Le Startup Weekend, c'est déjà en soi un accompagnement, parce que c'est vraiment là qu'on rencontre déjà plein de monde et qu'on fait mûrir l'idée. Puis ensuite on a été accompagné par l'incubateur régional alsacien SEMIA, le pré-incubateur Innov Campus. Il y a le groupe des startups qui s'est créé à Strasbourg, qui s'appelle Strasbourg Startup, sous l'égide de Alsace Digital, qui est une association qui vraiment fait énormément de choses pour créer un écosystème en Alsace et indirectement par le Grand Est. Et on a aussi, à partir du moment où on a commencé à grandir un peu, on a eu le réseau Entreprendre, et donc avoir du conseil de gens qui ont eux-mêmes entrepris, c'est vraiment déterminant. Après, il y a eu plein d'autres institutions, la BPI, Alsace Active, on a des banques qui nous ont suivis, notamment la Caisse d'Épargne. Il y a beaucoup de gens vraiment qui nous ont fait confiance, la Sodiv, un fonds de revitalisation. Il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance. Et puis on sort aussi un peu des frontières, vu qu'on est aussi accompagné par The Family, qui est assez connu dans l'écosystème. Pour être même plus, on va dire, le pseudo-incubateur parisien, mais maintenant européen. Et ils sont aussi assez géniaux. Alors, une question que souvent on se pose concernant la croissance des startups, c'est comment est-ce que vous avez financé tout ça? Est-ce que vous avez réussi à fonctionner uniquement sur des fonds propres? Vous avez dit que vous avez été accompagné par des banques, mais en général, les banques, ce n'est pas celles qui aident tout au début. Les banques, elles arrivent quand ça commence déjà à marcher. Donc, comment vous avez fait en fait, pour gérer cette croissance et la financer? Alors au démarrage, déjà avec tous les gens, toute l'équipe, on a mis un peu toutes nos économies dedans. Il fallait bien commencer par là. On a eu un peu de love money, donc on a un peu fait le tour comme ça. Il y a quelques institutions quand même qui aident. Par exemple, Alsace Active nous a mis un peu aussi d'argent au début. L'incubateur aussi. On a fait le concours ILAB, donc la BPI aussi nous a ramené un peu d'argent. Ça a pas mal aidé au début. Et puis après, l'objectif d'une startup, c'est vrai qu'on parle toujours levée de fonds et tout ça, mais en vrai, il faut se faire, c'est les clients, les premiers financeurs d'une startup. Donc nous, on a cherché vraiment à aller au contact du client et à trouver des clients. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a eu de la croissance, c'est d'abord les clients qui nous ont fait vivre. Et ensuite, une fois qu'on avait en plus fait nos preuves, qu'on avait montré qu'il y avait un marché, on est quand même sur un truc bizarre, personne ne le fait, on ne sait pas s'il y a un marché, on ne sait pas si ça peut fonctionner. Quand on a commencé à faire nos preuves, et là, les partenaires, la Sodiv, la BPI et tout ça, ont commencé à avoir confiance. On a créé cette confiance ensemble et on a réussi à se financer un peu plus facilement. Les fonds d'investissement, là, par contre, c'est toujours niette. On reste quand même encore très atypique. D'accord. Alors, une toute dernière question. Pour les entrepreneurs qui nous regardent, peut-être qui se posent la question de les choses à faire ou à ne pas faire, quel serait le conseil que vous auriez envie de leur donner? D'abord, si vous avez une idée, partagez-la. C'est dans l'échange et en la confrontant qu'on arrive vraiment à la faire grandir. Allez chercher d'abord des clients avant même de le développer. Soyez sûr, allez chercher vraiment le public, le client. Et si des gens sont prêts à payer, alors il commence à y avoir un marché. Et puis, on ne sait jamais rien en fait. On apprend tout pendant le chemin. Éduquez-vous. Et pour ça, il y a des très bons bouquins de référence sur les startups. Et puis, il y a une chaîne YouTube qui est gratuite et où il y a des centaines de vidéos, qui est la chaîne de The Family, Startup Food. Moi, j'ai appris 80% de ce que je sais, je l'ai appris là. Et voilà, c'est juste énorme comment on peut grandir vite et apprendre énormément en très peu de temps. Donc voilà, il faut y aller, il faut se donner à fond et il faut y croire et partager, échanger. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup.